Yes, donc on est dans l'atelier concernant le Bitcoin et là, grosso modo, le but c'est comme j'expliquais un peu dans la présentation, la fiche d'inscription, c'est de passer un petit coup d'atelier sur qu'est-ce qu'on fait, comment on crée un wallet. Alors pour le coup, ça va être une première pour moi, Prince, hein. Donc là, ça va être le début. On va voir un peu ce que ça donne. Et je voulais justement recueillir les avis les attentes justement de notre cher ami Jérémy. Ouais, bah du coup, moi, l'attente, c'était un petit peu voir ce qui se proposait, en fait. Moi, j'ai déjà un petit peu placé de l'argent dans les cryptos. Bon, après, sur des supports classiques, hein, tu sais, style crypto.com, Binance. Et là, je voulais voir un petit peu les différences qu'il y avait, quoi. Donc, moi, je maîtrise pas du tout le sujet. Enfin, je suis pas vraiment. Je maîtrise peu le sujet, donc du coup, je m'intéressais un peu à voir ce qui était possible de faire. Ok, ok. Sachant qu'on avait déjà fait, je crois, 3 rooms spécifiques sur la crypto. Est-ce que tu te rappelles, ça te parle cette room-là ou pas? Ouais, j'avais dû en suivre une, mais pas forcément de manière hyper dynamique dessus, on va dire. J'étais peut-être un peu en Ok. train de faire autre chose. Ok. Ouais, dans ce cas-là, dans le truc, je remettrai à jour les masterclass et on va faire un truc simple. Je pense que pour le coup, ouais, on va faire ça. Je remettrai à jour les masterclass et je mettrai les audios en fait à dispo, Prince, comme ça. Ça fera la troisième ou la quatrième, je crois. Enfin, celui-là sera la troisième ou la quatrième, je pense. Ouais, ce sera la troisième. Je te propose, hein, Joël, pour commencer, ça va très certainement aider Jérémy. On va commencer par 10 minutes, tu vois, où on va repasser rapidement les grands principes sur Bitcoin rapidement, tu vois, avant de passer à la pratique sur la prise en main d'un wallet, tout ça, et puis les principes autour du portefeuille. Tu peux me permettre de partager l'écran, s'il te plaît? Parce que là, Ouais, j'ai... excuse-moi, c'est vrai. Alors, vas-y, n'hésite pas. Ok, c'est bon, là. Euh, c'est bon, là, Yes, vous voyez mon écran. exactement. Ok. Donc, bon, écoute, je vais me présenter déjà pour Jérémy, puisqu'on n'avait jamais interagi. Donc, moi, mon nom, c'est Prince Don. Je m'intéresse au sujet de Bitcoin à titre personnel. Dans la vraie vie, je bosse dans l'audit depuis quelques années. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser aux cryptos il y a 4 5 ans. Et depuis 2 ans, disons, j'ai décidé de me focaliser sur Bitcoin parce que pour moi, c'est la seule vraie innovation qui mérite mon attention. Parce que ça, c'est un des éléments que j'essaie de faire comprendre aux gens d'emblée, c'est que quand on parle de sujet crypto, les gens ont tendance à le considérer à considérer toutes les cryptos de façon hétérogène, en fait. Enfin, de façon homogène, pardon. Alors que il y a Bitcoin et il y a le reste du monde, en fait. Il y a le reste des cryptos. Ça n'a absolument pas le même intérêt, ça n'a absolument pas la même manière de fonctionner. Et surtout, l'objectif est totalement différent. Hmm. Donc, j'avais fait une présentation la dernière fois où j'essayais de présenter Bitcoin, donc comprendre la proposition de valeur de Bitcoin, pourquoi Bitcoin a le potentiel d'être l'étalon monétaire de demain. Et moi, généralement, je fais un focus sur l'usage de Bitcoin en Afrique dans mes présentations, mais bon, on peut faire l'impasse dessus rapidement. Yes. Donc, mon sujet, c'est pas le trading. Je fais partie des gens qui pensent que le trading, s'intéresser au trading, c'est passer à côté du sujet, en fait. Les gens ont tendance à croire que se faire de l'argent dans les cryptos, c'est obligatoirement passant par du trading. C'est pas le cas. Le trading, c'est un métier à part entière. Les gens, ils se forment sérieusement, ils passent énormément de temps. C'est vraiment un métier. Penser qu'on peut s'improviser trader après avoir vu quelques vidéos YouTube, c'est pas une bonne idée. Et puis, Hmm.
Il y a une stat qu'on ne donne pas souvent, c'est que 97% des traders amateurs, ils perdent leur argent. Les gens ne s'en rendent pas compte, c'est énorme en fait. Donc, les gens ont l'impression d'être des gagnants quand ils font un trade qui a bien marché, mais sur le long terme, on finit toujours par se bouler les ailes. Donc, les altcoins, en fait, c'est toutes les cryptos autres que Bitcoin. Euh, donc, moi, je n'en parle pas parce que je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Pour moi, c'est des projets d'entreprise, tu vois. Et ce n'est pas le sujet de Bitcoin. Bitcoin a vocation à devenir une monnaie à part entière qui ne dépend de personne, qui n'est contrôlée par personne. Généralement, pour comprendre Bitcoin, il faut déjà savoir le problème avec les monnaies. Je pense que c'est une des manières claires et rapides de comprendre la proposition de valeur de Bitcoin. C'est que aujourd'hui, on avait l'habitude de dealer avec des monnaies en espèces. Les monnaies en espèces avaient des avantages, des inconvénients, et ça fait que très vite, on est passé aux monnaies électroniques, en fait. Les monnaies en espèces, elles ont l'avantage d'être rapides. Donc, quand je fais une transaction en espèces, quand je te remets, disons, 10 euros, immédiatement, la transaction, elle est finalisée. Donc, c'est rapide relativement. C'est instantané parce que dès que je te donne la transaction, elle est terminée. C'est anonyme dans le sens où il n'y a que toi et moi, quand je te remets de l'espèce, qui sommes au courant de la transaction, pas le reste du monde. Mais ça a des inconvénients, c'est que pour te remettre de l'argent, j'ai besoin d'être physiquement avec toi, sinon je dois utiliser d'autres moyens. Euh, c'est, c'est relativement restreint en termes de montant que les manipulations en espèces sont limitées, relativement limitées. Et puis, il y a des problèmes de sécurité. On n'est généralement pas à l'aise quand on possède de l'espèce sur soi. Et puis, pour remédier à ces problèmes-là, en fait, on utilise de la monnaie électronique, en fait. Toutes les transactions qu'on fait en dehors du cash, généralement, ce sont des transactions où on utilise de la monnaie électronique. Donc, quand tu fais des virements, tu utilises ta carte bancaire. Quand tu fais PayPal, quand tu fais je vais pas déjà parler du virement bancaire, même les chèques et tout, c'est de la monnaie électronique, en fait, qu'on utilise. Donc, ça aussi, avantage, inconvénient, c'est beaucoup plus sécurisé parce que bah, ce n'est pas nous qui manipulons les montants. Il n'y a pas de restrictions, enfin, il y a moins de restrictions sur les montants. On peut faire des transactions à distance. Donc, généralement, quand tu fais des transactions avec quelqu'un qui n'est pas physiquement en face de toi, tu utilises de la monnaie électronique avec ta carte bancaire, avec un virement, tout ça, tout ça. Mais le problème avec les monnaies électroniques, c'est que ça fait intervenir des intermédiaires. Donc Visa, Mastercard, PayPal, Swift, les banques des deux personnes qui font les transactions, la banque centrale au milieu qui fait le settlement entre les banques et tout. Donc ça veut dire qu'il y a un coût à ces transactions et surtout, ça prend du temps. Ça prend du temps de faire un virement. Bon, enfin, les virements, c'est très avancé. Donc aujourd'hui, on a la possibilité de faire des virements instantanés, tout ça. Mais quand tu commences à dealer avec des gens qui sont hors en tant que ressortissants d'un pays de l'OCDE, quand tu commences à faire des virements avec des gens qui ne sont pas dans l'espace monétaire, hein, l'espace économique, c'est là que tu comprends que ça met beaucoup de temps de faire des virements vers l'Asie, vers l'Amérique et encore plus vers l'Afrique. Et surtout, il y a la perte de la vie privée parce que finalement, les banques et tous les intermédiaires financiers, en fait, ils sont au courant de toutes les transactions qu'on fait. Et puis surtout, ils peuvent les bloquer. Aujourd'hui, quand tu veux faire un virement, par exemple, tu es obligé d'avoir enfin, passer un certain montant, tu es obligé d'avoir l'autorisation de toute la hiérarchie de ta banque, machin et tout. Et surtout, ils ont la possibilité de t'empêcher de le faire. Quand ils jugent que ce que tu veux faire à ton argent ne leur plaît pas ou va à leur compte de règles qu'ils auraient établies. Et donc, c'est pour ça que Bitcoin a été créé, en quelque sorte. C'est permettre aux gens de faire des transactions électroniques, donc sans avoir besoin d'être en face l'un et l'autre, mais sans intermédiaire, sans que cette transaction-là passe par une banque ou un intermédiaire financier. Donc, s'il n'y a pas d'intermédiaire, ça veut dire il n'y a pas de coût. Donc, faire une transaction Bitcoin, ça coûte absolument rien. On a vu des gens faire des transactions de centaines de millions de dollars et ça leur a coûté en fois de transaction 1 dollar, bien 2 dollars. Ça coûte 3 fois rien de faire une transaction en Bitcoin. Et surtout, c'est instantané, en fait. C'est très rapide et c'est incensurable. Tu n'as aucune banque, aucun État, aucune institution financière qui peut m'empêcher, moi, d'envoyer une transaction Bitcoin à toi, Jérémy, ou à Alexia qui vient de nous rejoindre. Salut d'ailleurs. Par exemple.
Donc, c'est ça, la proposition de valeur de Bitcoin, c'est permettre aux gens de faire des transactions, transférer de la valeur électroniquement sans qu'il y ait un intermédiaire de confiance au milieu. Je vais passer rapidement sur ces questions. On va voir ça de façon pratique, en fait. Maintenant, Bitcoin, c'est quoi? Pour comprendre Bitcoin, il y a il y a une distinction qu'il faut faire clairement dans sa tête, sinon on est vite perdu. En fait, quand on dit Bitcoin, ça fait référence à beaucoup de choses, deux choses spécifiquement, et ça fait souvent la confusion quand on ne sait pas, quand on ne distingue pas de quoi on parle quand on utilise le nom Bitcoin. En fait, Bitcoin, c'est à la fois la monnaie numérique, donc le jeton, donc c'est Bitcoin avec petit b, c'est un jeton qui tourne sur un protocole, et ta Bitcoin grand B, c'est un protocole informatique. Comme Internet, c'est un protocole informatique, par exemple. Le Euh, fameux TCP/IP. Exactement, ça c'est le protocole de base qui permet, et puis tu as plusieurs couches, tu as TCP/IP, tu as HTTP, machin et tout, donc tu as des couches, plusieurs couches qui te permettent, in fine, toi, d'ouvrir ta page Internet ou d'utiliser Facebook, en fait. Ça se base sur Mhm. plusieurs protocoles informatiques. En fait, Bitcoin, c'est un protocole informatique. C'est aussi un réseau d'ordinateurs, parce que le protocole informatique, il permet de connecter plusieurs ordinateurs qui sont dans le monde. Il y en a énormément. Aujourd'hui, les ordinateurs qui sont connectés, on les appelle des nœuds, en fait. Et aujourd'hui, des nœuds, il y en a environ 15 000 dans le monde qui sont visibles, mais la grande majorité tourne sur Tor et on ne les connaît pas. On Ouais, estime les oignons et consorts. exactement. On estime qu'il doit avoir entre 50 000 et 100 000 de Bitcoin qui tournent partout dans le monde. Et tant qu'un nœud tourne, Bitcoin tourne, on peut pas. C'est une des raisons pour lesquelles on ne peut pas arrêter Bitcoin. Donc, c'est ça. Donc, quand on dit Bitcoin, Bitcoin avec grand B, souvent, quand on dit Bitcoin, on fait allusion au protocole. Et d'autres fois, quand on dit Bitcoin, on fait allusion à la monnaie, c'est le jeton qui tourne sur ce protocole, donc dans ce réseau d'ordinateurs qui sont connectés. Donc, ça a été créé Mhm. en 2009 par un mec qu'on ne connaît pas, qui s'appelle Satoshi Nakamoto. Si ça se trouve, c'est une meuf, on ne sait pas. Donc, c'est un protocole informatique qui est open source. Donc, ça veut dire que le code, il est ouvert à tous. N'importe qui peut voir le code, ce qui n'est pas le cas de la plupart des applications qu'on utilise. Facebook, par exemple, personne ne connaît le code à part Facebook, Google. Le protocole de l'application de ma banque, par exemple, il n'y a que la banque qui connaît enfin, qui a le code source. Ce n'est pas le cas de Bitcoin. Le protocole est ouvert. N'importe qui peut regarder le code, l'auditer, le tourner dans tous les sens, même le modifier, en fait, le protocole. Mais c'est juste que Bitcoin est décentralisé. Donc, chaque nœud a une copie du protocole. Donc, le seul moyen de faire une modification dans Bitcoin, c'est de modifier en même temps tous les nœuds, alors que chaque nœud est indépendant. Donc, il n'y a personne qui peut contraindre un nœud à faire une modification. C'est en ça que c'est puissant, parce que c'est totalement décentralisé, c'est distribué. Donc, le seul moyen de l'arrêter, c'est d'arrêter en même temps tous les nœuds qui tournent. Le seul moyen de le modifier, c'est modifier en même temps tous les nœuds qui tournent. Donc, on doit trouver un consensus. Si on veut faire une modification dans Bitcoin, il faut que chacun des nœuds trouve un intérêt à faire l'évolution. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile d'arrêter Bitcoin, en fait. Donc, ça permet de stocker et de transférer de la valeur sur Internet. Donc, les jetons Bitcoin qui tournent, ça représente de la valeur. Il n'y a pas de tiers de confiance, donc tu n'as pas d'entité centrale, en fait, qui contrôle le réseau. Les transactions sont quasi instantanées, elles sont pseudonymes, c'est différent d'anonymes. Donc, on sait retracer toutes les transactions. La difficulté, c'est de savoir qui est derrière le portefeuille qui fait la transaction. Mais tous les portefeuilles, on sait retracer toutes les transactions que ce portefeuille a fait, en fait. Et puis, c'est ultra sécurisé. Aujourd'hui, c'est considéré comme un des systèmes informatiques les plus sécurisés au monde. Ça fait 14 ans que ça tourne, ça n'a jamais été hacké. Ça n'existe pas un système comme ça qui n'est pas hacké après, enfin, qui transporte autant de valeur, parce que c'est ça, c'est un vrai pot de miel en même temps. Les tentatives pour le hacker, ce n'est pas ce qui manque. Mais personne n'y est arrivé parce que ça a des caractéristiques particulières. Et puis, ça permet d'échanger de la monnaie programmable. Donc, en fait, Bitcoin, finalement, c'est rien de... Enfin, c'est pas nouveau, c'est juste... Ça utilise des technologies qui sont anciennes, qui ont été largement éprouvées, comme le P2P. En fait, c'est la capacité, c'est le P2P, les transactions de pair à pair. C'est comme avant quand on utilisait les torrents.
Les torrents, c'est un système de partage de fichiers en P2P. Donc, en fait, quand tu avais besoin de quelque chose, tu te connectais directement à l'ordinateur de celui qui l'avait et tu le téléchargeais. C'est un peu ça le P2P. Ça ne passe pas par un intermédiaire. Vous échangez des éléments directement sans que ça passe par quelqu'un. La cryptographie asymétrique, c'est comme ça qu'on sécurise en fait les transactions, le minage, bon, on pourra en reparler plus tard, les registres distribués, c'est ce qu'on appelle les blockchains en fait. C'est la base de données de toutes les transactions et tout le monde possède ça, donc c'est pas possible pour quelqu'un de modifier. En fait, tout le monde a une copie du truc. Donc, si toi seul, tu te mets dans ton coin, tu le modifies, finalement, ça n'a pas de valeur parce que tout le monde sait que ça avait tel état. Si toi, tu l'as modifié tout seul sans avoir le consensus, ça ne sert à rien. En fait, tu sors juste du réseau. Et puis, bah, la preuve de travail, c'est un peu comment on maintient un consensus entre, entre les différents nœuds du réseau. Donc, en fait, Bitcoin, finalement, ça a deux caractéristiques qui n'ont jamais été réunies auparavant. En fait, c'est un réseau de paiement et c'est en même temps un système monétaire. Donc, réseau de paiement comme Visa, Mastercard, Swift. Et puis, c'est un système monétaire. Donc, on a un jeton qui a les caractéristiques d'une monnaie, mais qui n'a pas de régulation centrale. Il n'y a pas de banque centrale. Et ça n'avait jamais existé auparavant, en fait, d'avoir un objet qui est en même temps un réseau monétaire et un réseau de paiement, pardon, et un système monétaire. Bon, je vais passer sur les questions de qu'est-ce que la monnaie, parce qu'après, c'est pour répondre aux questions de est-ce que Bitcoin est une monnaie ou pas. C'est des débats sans fin. Ouais. C'est des Bah, tu sais, débats on sans retrouve ça dans la masterclass qu'on avait fait en Zoom, en Zoom. Donc, on, on retrouve ça Exactement, dedans. exactement, exactement. Donc aujourd'hui, les gens qui utilisent Bitcoin, en fait, le font pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que Bitcoin, a prouvé être une réserve de valeur. Donc, en gros, ça fait 14 ans que Bitcoin existe et le cours de Bitcoin en dollars ne fait que s'apprécier sur le long terme en 14 ans. En moyenne, ça prend 148% en valeur. C'est clair, Bitcoin est très volatile. Donc, si on regarde son cours, je dois avoir un graphique qui traîne pas loin. Euh, TradingView, je ne vois pas mon... Voilà, TradingView. Le cours, il est hyper volatile, le cours du Bitcoin. C'est le cours du Bitcoin, il est hyper volatile. Donc, voilà, il est hyper volatile, son cours. Ça part dans tous les sens. Mais en fait, ah non, ça, c'est le contrat à terme Bitcoin. Ce n'est pas exactement du Bitcoin, ça. Market cap, ok, je pense que ça va. Donc, c'est hyper volatile, ça monte, ça descend dans tous les sens. Ça, c'est la vue journalière. Mais sur le long terme, en fait, ça ne fait que grimper. Je vais prendre la vue annuelle, peut-être. Sur le long terme, en fait, ça ne fait que monter, en fait. C'est volatile, certes, mais sur le long terme, ça prend de la valeur. Donc, les gens considèrent ça comme une réserve de valeur, donc quelque chose qui résiste à l'inflation. Bon, même si ces derniers temps, c'est pas le cas, mais faut dézoomer, en fait. C'est sûr que sur les 5 derniers mois, Bitcoin s'est pris plein la gueule par rapport à l'inflation. Mais quand on dézoome sur 2, 3, 4 ans, en fait, ça ne fait que prendre de la valeur. Donc, les gens considèrent ça comme une réserve de valeur, un investissement alternatif. Donc, détenir du Bitcoin sur le long terme, ça peut être une idée pas si mal que ça. Euh, et puis, un autre usage qui est de plus en plus, comment on appelle ça, récurrent de Bitcoin, les gens l'utilisent dans des endroits où Bitcoin a une capacité, Bitcoin est incensurable en fait. Donc, dans des régimes autoritaires où les gens empêchent aux autres de détenir de la monnaie ou dans des pays où la monnaie est très mal gérée et qu'elle se casse la gueule comme la Turquie, le Brésil, l'Argentine, le Liban, plus près de nous, l'Ukraine, du fait de la guerre, le Nigeria, c'est des pays où ils ont des monnaies qui sont fortement inflationnistes, voire hyper inflationnistes. Les gens se protègent en achetant du Bitcoin. Ou en Afghanistan, par exemple, tu as eu des exemples
on empêche aux femmes d'avoir des comptes bancaires. Donc, elles utilisent du Bitcoin pour faire des transactions parce qu'on ne peut pas censurer une transaction de Bitcoin. Donc, aujourd'hui, c'est sûr, dans les pays de l'Ouest où on a un système bancaire qui fonctionne correctement, on a une monnaie qui n'est pas si déconnante que ça, même si on est dans une période compliquée. Enfin, les gens n'utilisent pas Bitcoin pour leurs transactions au jour le jour ou pour acheter son pain. Mais tu as de plus en plus de pays où ça devient une norme. Les gens n'ont pas le choix. Ils vont à Bitcoin et même tu as un pays qui en a fait monnaie légale il y a 2 ans maintenant, enfin il y a un peu plus d'1 an, je crois. Donc ça, c'est pour ce qui est de la petite intro sur Bitcoin. Maintenant, pourquoi je ne parle pas de crypto? Euh, En fait, euh, Bitcoin a une caractéristique qui est particulière. C'est que déjà, on ne connaît pas son créateur. Ça, c'est quelque chose d'assez particulier. Mais surtout, celui qui a créé Bitcoin, en fait, il a eu comment dire ça, une distribution. Enfin, il y a pas eu de, il y a eu une distribution fair, en quelque sorte. Les Bitcoins sont créés toutes les 10 minutes environ, et c'est créé, ça rémunère ceux qui sécurisent le réseau, ceux qu'on appelle des mineurs. Donc, quand le mec, il a créé, il a ouvert à tous. Il a fait un message public aux gens, il leur a dit, j'ai créé un truc, ça m'a l'air intéressant, regardez, étudiez-le, voici les grands principes du truc. Si ça vous intéresse, venez participer au réseau. Donc, les gens utilisent leur ordinateur, ils crament leur énergie parce que les mineurs, leurs ordinateurs tournent tout le temps, font plein de calculs. Tu vois. Donc, ça consomme énormément d'énergie et ils sont rémunérés en Bitcoin en faisant cela. Donc, ça a une distribution fair, en fait. C'est des gens qui viennent, qui font un travail. Donc, leur ordinateur fait un travail. Donc, ils mettent à disposition leur ordinateur, leur puissance de calcul, ils grillent de l'énergie et puis en rémunération, ils ont des bitcoins. Donc, c'est comme ça que les bitcoins ont été créés. Jusqu'à présent, ça continue d'être créé comme ça. Et puis, euh, il y a aucun organe central, il n'y a aucune entreprise, il n'y a aucune entité qui contrôle Bitcoin. Donc, qui peut influencer le fonctionnement de Bitcoin, qui peut décider que on augmente par exemple le nombre de Bitcoin en circulation, parce que ça, c'est inscrit dans le code, hein. Il n'y aura jamais plus que 21 millions de Bitcoin. Il n'y a personne qui peut changer ces choses, et il n'y a personne qui peut influencer le fonctionnement de Bitcoin. Ce qui n'est absolument pas le cas de toutes les autres cryptos. En fait, tous les autres projets de crypto, là, ce sont des projets d'entreprise. J'avais dit, une des caractéristiques de Bitcoin, c'est que c'est un protocole qui est open source. Le code, il est ouvert à tous. En fait, ce que les gens ont fait au fil du temps, les gens se sont dit, on va améliorer des propriétés de Bitcoin ou on va faire un Bitcoin en mieux. Donc, ils utilisent le code de Bitcoin, ils modifient certains paramètres et puis ils disent, OK, voici la nouvelle crypto, je vais appeler ça Bitcoin temps, ou je vais appeler ça Ethereum, ou je vais appeler ça Cardano, je vais appeler ça Tezos, je vais appeler ça BNB, En fait, toutes les cryptos, c'est des gens qui ont utilisé le code source de Bitcoin, qui l'ont modifié pour espérer faire quelque chose de mieux. Mais en fait, ces gens ont perverti le code parce que euh, il se trouve que ils ont perdu, en faisant ça, ils ont perdu en sécurité, en décentralisation. Donc, ils ont des cryptos, des blockchains qui sont contrôlés par un petit groupe de personnes. Et ces personnes-là, bien évidemment, sont tentées, tout grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et les gens ont tendance à utiliser leur pouvoir à leur avantage. Donc, c'est comme ça que tu as énormément de projets aujourd'hui. Il y en a plus de 21 000 des cryptos qui sont au mieux des projets foireux, sinon des arnaques. À un moment, les gens qui ont financé le lancement de ces cryptos, ils veulent récupérer leur argent, donc ils vont vendre leur coin parce qu'ils ont une affectation, comment dire ça, des cryptos à leur avantage. On leur donnait un certain nombre de cryptos à un prix décoté ou même gratuitement, et puis ces gens-là viennent manipuler le marché en vendant tous leurs coins ou le projet juste ne fonctionne pas, la crypto ne fonctionne pas. C'est un peu le cas
des scandales qu'on a vus de crypto, là, Luna, Terra, FTX, tout ça, ce sont des cryptos qui sont centralisés, contrôlés par des gens. Et quand ces gens-là déconnent, parce qu'à un moment, ils déconnent, bah, ces cryptos-là perdent de leur valeur et ça s'éclate au sol. Donc, moi, je pense faut vraiment différencier les choses. Un Bitcoin qui a l'objectif d'être de la monnaie, une monnaie qui n'est gérée par personne, qui est totalement décentralisée. Et puis, tu as les cryptos qui sont des projets d'entreprise. Il y en a 20 000, c'est le casino. On ne sait pas ce qui va réellement marcher. Maintenant, donc, du coup, vraiment, ce truc-là, cette discussion, elle est focalisée sur Bitcoin, on parlera pas des altcoins. Maintenant, pour comprendre, en fait, je sais pas s'il y a je vais un peu vite, hein. S'il y a des questions, arrêtez-moi et puis vous pouvez me les poser, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour comprendre le fonctionnement, comment fonctionne une transaction sur la blockchain, là, voilà, il y a certains trucs, il y a un élément clé qu'il faut comprendre. C'est le concept de portefeuille, en fait. Pour interagir avec la blockchain de Bitcoin, il faut avoir un portefeuille. Et le portefeuille, ce que c'est, vraiment, il ne faut pas penser, vraiment, portefeuille, c'est pour imager, on utilise des analogies, mais ça ne fonctionne pas de la même manière qu'un portefeuille qu'on a dans notre poche. Donc, quand tu dis que tu as des bitcoins dans ton portefeuille, non, les bitcoins ne sont pas dans ton portefeuille. Ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Le portefeuille, c'est quoi? C'est une combinaison de deux choses, de clés privées et clés publiques. C'est comme ça que les transactions sur la blockchain marchent. Quand je dis que j'envoie, donc on regarde l'image là, j'envoie 0,15 Bitcoin à Joël, par exemple, les Bitcoins ne quittent pas mon portefeuille pour aller dans le portefeuille de Joël, en fait. Les Bitcoins restent sur la blockchain, ça ne quitte jamais la blockchain. C'est juste que je fais une transaction. J'annonce au réseau que je fais une transaction, je vais envoyer 0,15 Bitcoin à Joël. Le réseau va me demander de certifier que je suis propriétaire de ces 0,15 Bitcoin en signant la transaction avec la clé privée. Donc, ton portefeuille, en fait, lui, tout ce qu'il fait, c'est de conserver secrètement cette clé privée-là. Et puis, au moment de la transaction, le portefeuille va signer de façon cryptographique la transaction. Et là, on sait que je suis propriétaire de ces 0,15 Bitcoin là et que je les envoie à Joël. Maintenant, pour les envoyer à Joël, il faut que je renseigne son adresse publique. Donc, c'est là la clé publique. Combinaison clé publique, clé privée. Donc, je vais renseigner une clé publique et c'est comme ça que toi, Joël, tu vas recevoir les 0,15 Bitcoin. Maintenant, le seul moyen pour toi de bouger ces 0,15 Bitcoin dont tu es propriétaire maintenant, c'est que quand tu annonces une transaction, tu signes la transaction avec ta clé privée. Donc, c'est vraiment une notion qui est clé à comprendre dans le fonctionnement de Bitcoin. L'unité de base pour utiliser un Bitcoin, c'est un portefeuille. Donc, une fois que tu as le portefeuille ne sert qu'à conserver, à générer et à conserver la clé publique et la clé privée. La clé privée, c'est quelque chose que tu ne dois jamais donner à personne, parce que celui qui a la clé privée, c'est lui qui a les bitcoins. Parce que les bitcoins, il n'y a pas la notion de propriété dans le sens, tu n'es pas propriétaire d'un bitcoin parce qu'il y a ton nom dessus, ou bien que c'est lié à ta personne. Ce n'est pas comme ça que ça marche. La propriété d'un bitcoin s'établit par le fait que tu connaisses une information qui est la clé privée. C'est comme ça que le mec, il a réussi à contourner tous les modèles de sécurité qu'aujourd'hui, c'est quasiment impossible de hacker Bitcoin. Tu es propriétaire d'un Bitcoin parce que tu connais une information. C'est en ça que Bitcoin, c'est puissant. Bitcoin, c'est une information. C'est parce que tu connais une clé privée que tu es propriétaire d'un Bitcoin. Maintenant, les clés privées, c'est une suite de lettres de chiffres. C'est 256 bits, c'est une liste, c'est 256 fois 0 et 1. Mais bon, les gens codent ça, enfin, ils savent afficher ça par une liste pour rendre ça lisible par un cerveau humain,
ils ont réussi à transcoder ça. Et donc, la clé privée, c'est une liste de 12 mots que tu retiens. Donc, en gros, quand tu vas générer un portefeuille, il va te demander de sauvegarder ta clé privée. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te donner l'équivalent de ta clé privée en 12 mots, des mots du dictionnaire anglais. Et ces mots-là, il faut que tu les sauvegardes précieusement. Parce que si tu les perds, en fait, si tu perds ton téléphone, il se gâte ou il se perd, machin et tout, tu ne peux plus avoir accès à tes bitcoins. Donc, c'est vraiment important. Et c'est là qu'on va rentrer dans la pratique pour Yes. tous télécharger des portefeuilles Bitcoin et puis s'initier à faire des transactions. Donc, les portefeuilles Bitcoin, il y en a plein. Hein, Bitcoin, ce n'est pas une application. Franchement, Bitcoin, c'est un protocole. Maintenant, les gens implémentent ce protocole à travers plusieurs applications. Tu as énormément de gens qui ont développé des portefeuilles Bitcoin plus ou moins fiables. Donc, moi, je peux vous en conseiller deux en particulier, donc que vous pouvez télécharger là maintenant. C'est Blue Wallet et Moon Wallet. Bon, On va faire le téléchargement. Déjà, est-ce que vous avez des questions déjà au niveau de la compréhension déjà du Bitcoin? Bon, moi, j'avais déjà suivi ça, donc je ne suis pas trop perdu. Salut Alexia. Non, Oui, pour ça, moi, c'est bon ça allait aussi. bien. Ouais, ça va, ça va. Alors, est-ce que tu as des questions? Bah, j'avais juste une question. J'ai pas très bien compris le concept de clé publique. Du coup, clé privée, j'ai compris. Mais clé publique, j'ai pas compris. Donc, clé publique, en fait, c'est un peu comme l'équivalent de ton RIB. Quand tu veux faire une transaction avec quelqu'un, donc si Joël doit t'envoyer de l'argent sur ton compte bancaire, tu vas lui transmettre ton RIB. C'est grâce à ton RIB qu'il peut t'envoyer de l'argent. C'est un peu comme ça, c'est un peu l'équivalent d'une clé publique. Si tu dois recevoir des bitcoins de quelqu'un, tu lui donnes ta clé publique. Et donc, c'est cette clé publique-là que lui, il va utiliser, il la colle dans son application c'est une adresse Bitcoin, en fait. Donc, quand tu dois envoyer des bitcoins, on te demande à quelle adresse. Donc, tu colles on dit clé publique ou adresse Bitcoin, en fait, adresse publique. Donc, cette adresse-là, tu la colles au moment où tu dois faire une transaction et c'est vers cette adresse que les bitcoins vont aller. Maintenant, sur la blockchain Bitcoin, pour certifier que tu es bien le propriétaire des bitcoins que tu vas envoyer, le protocole s'attend à ce que tu signes de façon cryptographique la transaction avec ta clé privée. Donc, clé privée que tu ne dois jamais partager à personne et clé publique pardon, que tu donnes aux gens pour qu'ils puissent t'envoyer des bitcoins. Ok, On c'est peut clair. dire qu'un wallet, enfin, à une clé privée est rattachée à une clé publique. C'est ça. Enfin, c'est ça, oui. C'est un peu C'est plus par compliqué, défaut. mais c'est ça. Ah ouais, d'accord. Non, Bon, mais j'ai pour retenu le faire simple, concept, c'est on va ça. dire. C'est ça. C'est ça. Tu sais que j'avais un wallet Meta et là, les 12 clés dont tu me parles, je crois que je les ai sauvegardées quelque part, mais je m'en souviens plus. C'est 12 mots, ouais. Ouais, les 12 mots-clés, ouais, effectivement, ils disent les mecs. OK. Euh, Donc là, il faut télécharger. ouais, faut télécharger Moon Wallet. J'ai mis le nom là dans le chat. C'est disponible sur iOS ou Apple Store, Google Store, pardon. D'accord. Donc là, on le fait sur. Moi, j'ai déjà Blue Wallet. Moi, j'ai Blue Wallet, je l'avais déjà. Je peux Ah, faire t'as déjà Blue. Si t'as Blue Wallet, c'est top alors. Ouais, je ne sais plus si il faut un code. Je ne sais plus. Ce truc-là, je te jure. Il n'y a plus Ta rien. Blue Wallet, est-ce que tu as enregistré tes 12 mots? Franchement, je ne sais plus. Ça fait longtemps. Je sais plus. Faut que tu le fasses. Oh là là. Joël, tu peux m'autoriser à entrer dans le Zoom. Je rentre avec Ah mon oui, portable pour OK. pouvoir faire du partage d'écran, tout ça, tout ça. OK. Je vais mettre nos audio. Moi, je vais essayer de retrouver. Alors, pour Alexia qui a Blue Wallet, qui ne sait pas où retrouver ces 12 mots, je te montre comment les retrouver. Il faut que tu les notes quelque part sur une feuille de papier. Jamais screenshot, envoyé par un mail, tout ça, tout ça. Ce n'est pas une bonne pratique.
ta clé privée, il faut que tu la notes sur un bout de papier et que tu conserves précieusement ce bout de papier. Tu ne dois pas faire de copie électronique de ces 12 mots. Parce que en faisant une copie électronique, tu, en gros, ça devient vulnérable en fait. Parce que si quelqu'un prend ton téléphone ou si quelqu'un a accès à tes mails, si quelqu'un pirate tes mails, machin tout, il peut avoir ces 12 mots entre-temps, celui qui a les 12 mots a tes bitcoins. Donc, c'est vraiment essentiel de ne pas en garder une copie électronique. Il faut bien écrire sur feuille de papier et puis bien conserver ça dans un endroit. Alors, Donc, celui de méta que j'ai là, ça veut dire que je dois l'avoir quelque part. Je peux le retrouver alors, les 12 mots-clés. En fait. normalement, tu dois pouvoir les retrouver, oui. Mais si tu n'as pas si t'as pas de bitcoin dessus, tu n'as rien, bah, tu peux en recréer un nouveau. Supprimer Ouais, bon. l'application et puis la réinstaller. Et là, Non, j'avoue, je t'avoue que normalement, j'ai rien dessus. normalement, à l'initiation, on te donne les 12 mots. Donc. Joël, tu es sur MetaMask, toi? Moi j'ai créé un compte MetaMask et j'avais commencé déjà par réfléchir sur les échanges et tout, mais je t'avoue que MetaMask, je t'ai perdu un peu, tu vois. Moi aussi, En, j'avais créé ça, c'était pareil, un peu compliqué au début. en fait, MetaMask, c'est un wallet pour Ethereum. C'est pas un wallet Bitcoin. Ok. Ok, Donc non, ça fait pas partie de de mon domaine de compétences. donc là, ce Bon, je qu'on sais comment fait, utiliser MetaMask, mais c'est juste que ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je suis en train de chercher comment retrouver ces 12 mots dans Blue Wallet. Mais bon, on pourra y revenir plus tard. Pour l'instant, c'est bon, tout le monde a téléchargé Moon Wallet ou Blue Wallet. ouais, là, il nous a juste demandé un code à 4 chiffres à reconfirmer, et puis là, on est dans un portefeuille, là. Ça, c'est Moon. Ouais, Moon Wallet, ouais. OK. Donc, je vais utiliser Moon Wallet. Donc, on va faire un truc. Je vais essayer de t'envoyer des bitcoins, Joël. Ok, En fait, le concept de clé privée, clé publique, ça c'est le fonctionnement de Bitcoin, Bitcoin Core, Bitcoin la base. Aujourd'hui, les gens ont développé une couche supérieure sur Bitcoin qui s'appelle Lightning Network. Parce que Bitcoin a l'inconvénient d'être relativement lent pour des transactions de petits montants. Bitcoin, en fait, ça met en moyenne 10 minutes pour settle une transaction. 10 minutes, si tu dois virer 1000 euros, 2000 euros, 5000, 10 000, 20 000, 30 000 euros, c'est absolument pas un problème pour settle ta transaction. Mais si tu dois acheter du pain à la boulangerie de chez toi, attendre 10 minutes qu'une transaction, attendre 10 minutes qu'une transaction soit finalisée, c'est pas top. Donc, les gens ont créé une surcouche sur Bitcoin qui s'appelle Lightning Network qui permet de faire les transactions de façon instantanée et quasiment sans frais. Donc, on va utiliser plutôt Lightning Network pour faire les transactions. Mais sachez que c'est des bitcoins qu'on s'échange sur Lightning Network et puis des portefeuilles comme Moon Wallet ou Blue Wallet que je vous ai fait télécharger. Ça permet d'utiliser soit le protocole Bitcoin classique, soit le Lightning Network qui lui est plus rapide et puis moins cher en transaction. Donc, voilà, tu peux partager ton écran, Joël, sur ton téléphone, ouvrir l'application Moon Wallet. Ça, je sais ouais, ce qu'il faut faire. attends. Là, donc, Bon, j'arrête mon partage. alors, il y a un truc qui ne va pas. Commencer le partage, ouais. Normalement, vous devez voir mon écran dans pas longtemps. Ça prend son temps.
Ouais, c'est bizarre. Attends 2 secondes. Je vais partager. Ouais, donc écran. Tac, 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 tac. OK. Normalement, c'est bon là. Ok, donc tu ouvres mon wallet. Yes. Donc, pour info, l'application, c'est celui-là. C'est bien ça. C'est ça, exactement. Et donc, au moment où je l'ai ouvert, il m'a demandé de rentrer un code. Bon, j'ai validé avec le Face ID aussi, mais il m'a demandé de rentrer un code à 4 chiffres. C'est exactement ça. Moon Wallet est un peu simplifié dans son utilisation. L'idée, c'est de pouvoir, dès que tu télécharges l'application, pouvoir la manipuler. Et puis après, tu vois, il te met backup your wallet. C'est là que tu vas sauvegarder ton wallet, en fait. Je ne vais pas te demander de le faire maintenant, sinon ça va dévoiler à tout le monde tes 12 mots. Donc, tu utilises le backup plus tard. On peut OK. déjà utiliser son backup et tu pourras le faire plus tard. Donc, OK. si tu pars sur Receive, donc là, je vais essayer de... Ouais, faut activer la notification. Je vais essayer de t'envoyer des bitcoins. Mais, ouais, J'active? Non, je oui, refuse, hein. comme tu veux, hein. Ouais. Tu peux skip, il n'y a pas de souci. Donc, en fait, il y a deux options pour recevoir du Bitcoin, comme je vous l'ai dit là. Tu peux soit recevoir le Bitcoin sur le réseau Bitcoin en lui-même, la layer de base. Donc, vous voyez là, ce qui commence à BC1, machin et tout, qui se termine par I6, là, c'est une adresse Bitcoin. C'est une clé publique. Donc, s'il veut recevoir des Bitcoins, il doit donc copier cette clé publique-là, me l'envoyer. Et puis, grâce à ça, je peux lui envoyer des Bitcoins. Mais là, on va utiliser pas Bitcoin, mais on va utiliser Lightning, donc la surcouche qui permet de faire des transactions très, très, très rapidement. Donc, clique plutôt sur Lightning, juste en haut à droite, là. Voilà. Bon, pareil, tu skip. Voilà, il ne peut pas, je suis obligé d'autoriser. Ah, OK. Je pense que tu dois régler un truc dans tes notifications. C'est bon. Dis donc. OK. Donc là, tu as Lightning. Pareil, tu as une adresse Lightning. Mais en fait, Lightning permet de configurer, par exemple, le montant que tu veux recevoir. Tu vois, Invoice Setting, si tu déroules ça, voilà, un montant, tu peux ajouter un montant, vas-y. Appuie sur euro, comme ça va interchanger. Tu vas mettre plutôt le montant en euros. Non, 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 juste, voilà, OK. Donc, en fait, tu as le montant en euros, tu as, le montant en Bitcoin, tu as la contre-valeur en euros. Donc, disons, non, allons, fais 0,1 euro. Confirme le montant. Donc, ça te met immédiatement l'équivalent en Bitcoin. Et puis, regarde, là, j'ai le code, le QR code qui apparaît sur mon truc. Et puis, je vais te payer là. Moi, de mon côté, si... Attends, je vais partager mon écran. Comme ça, vous voyez ce que je fais. Mais garde ton écran, truc, hein, parce que de toute façon, j'en aurai besoin. Ouais. Où est-ce que je partage mon écran? Ah, je ne peux pas partager mon écran. Il faut que tu me donnes... Il faut que je te donne la main. Il faut que tu me donnes l'autorisation. Enfin, je sais pas. C'est bon? J'ai besoin d'une notif. Ah non, en fait, je ne peux pas partager mon écran pendant que toi, tu parles. Bon, ok, mais je vais le faire et puis vous verrez. Parce qu'il y a un truc que je... faut qu'on voit tous ton écran. C'est pas grave, je vous montrerai plus tard pour quelqu'un d'autre. Donc, moi, sur mon écran, en fait, je vais sur Send. Donc, Ouais, il me on va se faire des exemples de transferts là, comme ça, entre C'est vous, ça. vous pourrez Donc, partager Send, aussi. en fait, ok. Moi, je mets, tac, je confirme, tac, j'envoie. Normalement, tu as reçu du Bitcoin. Ah oui, en effet. Donc, si tu reviens, tu verras que tu reviens en arrière, tu appuies la flèche tout en haut là. Tu verras que tu as reçu 0,1 euro.
Et 0,1 euro, je viens t'envoyer. Tu as vu, ça a été instantané. Très bien. J'ai pas eu besoin de savoir ton nom, où tu es. Pour installer Moon Wallet, tu n'as pas eu besoin d'avoir même une adresse mail, on ne t'a pas demandé. Tu as juste ton téléphone, tu as une connexion Internet, tu télécharges une application et tu es capable de recevoir de la valeur de n'importe où dans le monde de façon instantanée. Soit grâce à un lien, soit Soit grâce grâce à à un un lien, scan, soit grâce à un QR code. C'est un ça. QR code. OK. Donc, c'est ça la puissance de Bitcoin. Et tu peux envoyer de tout petits montants. Là, par exemple, ce que j'ai envoyé à Joël, et là, Joël, tu peux couper ton partage. Je partage le mien. Je vous OK. montre un truc. Share content, screen. Normalement, c'est bon. Screen broadcast. Start. C'est bon, là, vous le voyez, mon écran. Ouais. Donc, ça, c'est mon Moon Wallet. Là, je vais ressortir les transactions que j'ai faites. Ça, c'est la transaction que je viens de faire à Joël. J'ai envoyé l'équivalent. Moi, ma compte valeur, elle est en CFA. Donc, j'ai envoyé Ah, parce que l'équivalent. tu as mis, la monnaie d'origine en CFA. Ouais, c'est la compte valeur. La monnaie d'origine, des bitcoins. Mais la Le Bitcoin. contre-valeur, je l'ai mise en CFA. Donc, OK. les 0,1 euros que tu m'as envoyé, c'est l'équivalent de 65 francs CFA. Et en frais, ouais, ça m'a coûté 0. Donc, ça permet de faire mais vraiment des micro-paiements. Tu m'aurais envoyé 1 euro. En frais, ça m'aurait coûté quelque chose qui se rapproche de 0, en fait. C'est Ce qui est vraiment... relativement pas cher parce que par rapport à Binance, en fait, on a des pourcentages de 2% ou je ne sais plus quel taux ils pratiquent, mais je sais qu'il y a des frais plus importants sur les plateformes d'échange classiques. Ouais, en fait, ça, c'est quand tu achètes des bitcoins. Là, c'est une transaction qu'on s'est fait. Je t'ai envoyé des bitcoins, OK, tu ne me les OK. as pas achetés. Là, c'est des transactions intra-bitcoin. Je t'envoie des bitcoins, tu m'envoies des bitcoins. Ça, on est en train de faire des transactions en bitcoin. Hmm, Maintenant, comme toute monnaie, pour en acquérir, aujourd'hui, j'ai des euros. Si je veux des CFA, je dois acheter des CFA chez un broker ou ouais, chez un courtier, tu vois. Et là, ce courtier-là, il demande des frais. C'est le cas de Binance, par exemple. Donc, d'accord. acheter du Bitcoin avec une monnaie classique, ouais, le courtier va demander des frais. Mais par contre, faire des transactions en Bitcoin entre personnes, ça Hmm, quasiment rien. C'est là tout l'intérêt de Bitcoin. Je peux faire des transactions avec les gens quasiment sans coût et de façon instantanée. OK, 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 OK. Et là, il existe donc, si je comprends bien, alors je résume hein, pour tout le monde. Il y a plusieurs types de wallets. Des wallets, il y en a de plusieurs types. C'est vrai que je n'ai pas abordé ce point-là. En OK. fait, euh, il y a essentiellement deux grandes familles de wallets. Il y a ce qu'on appelle les wallets froids et les wallets chauds. Donc, des hot wallets, des cold wallets. La différence fondamentale entre les deux, c'est que les wallets froids, ils ne sont jamais exposés à Internet. Quand les wallets chauds, ils sont quasiment tout le temps exposés à Internet. Donc, les wallets qu'on a sur nos téléphones, sur nos ordinateurs, c'est les wallets chauds parce que nos téléphones et ordinateurs sont connectés à Internet. Et les wallets froids, en fait, il y a des mecs là, enfin, il y a des sociétés qui ont créé des wallets, c'est des petits devices qui ressemblent à des clés USB, comme Hmm, Ledger, qui est un des leaders du domaine, qui est un acteur français. C'est des dispositifs, en fait, qui ne sont jamais connectés à Internet. Ils ont un dispositif spécial dans leur conception qui fait que même si tu branches la clé USB à ton ordinateur, c'est jamais exposé à Internet. Donc, en gros, ta clé privée, elle n'est jamais connectée à Internet. Donc, ça veut dire qu'il n'y a quasiment aucun moyen qu'on te hack, en fait, ta clé privée. Parce que la sécurité d'un portefeuille, c'est autour de la clé privée. Parce que, comme je l'ai dit, hein,
la possession d'un Bitcoin se fait par la connaissance d'une information, qui est la clé privée. Donc, sécuriser son portefeuille, c'est sécuriser en gros la clé privée. Et donc, le moyen aujourd'hui le plus sûr de conserver des Bitcoins, c'est de les mettre sur une clé, sur un wallet froid comme Ledger. Tu as d'autres concurrents, Trésor, tout ça, tout ça. Et donc, la clé privée n'est jamais exposée à Internet, donc il n'y a aucun moyen que tu te fasses hacker. Sauf si quelqu'un arrive à voler ton ledger en question et à ton mot de passe, ce qui est relativement compliqué. Donc, c'est ça les deux types de wallets, les deux familles. Tu as les wallets chauds, les wallets froids. Donc, les wallets chauds, c'est celui-là, par exemple, Moon Wallet, Blue Wallet, tout ça, ce sont des wallets chauds. MetaMask, tout ça, ce sont des wallets chauds parce qu'ils sont quasiment tout le temps connectés à Internet. Et puis, les wallets froids ne sont jamais connectés à Internet. Maintenant, dans les wallets chauds, là Ouais. encore, il y a deux catégories. Il y a ce qu'on appelle les wallets, enfin, ce n'est pas vraiment que ça, il y a ce qu'on appelle les wallets non-custodial et les wallets custodial. Et c'est là qu'on rentre dans les questions de Binance et compagnie. Donc, en fait, les wallets custodial, c'est des wallets qui sont gérés par quelqu'un. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui a la clé privée. Alors que les wallets non-custodial, c'est toi qui détiens la clé privée. Donc, des wallets comme Moon Wallet, Blue Wallet, ce sont des wallets qui sont non-custodial parce que toi, tu détiens ta clé privée. Mais quand tu ouvres un compte sur Binance, Crypto.com, Kraken et compagnie, Coinbase, tout ça, en fait, tu n'as jamais la clé privée. La clé privée, elle est détenue par ces gens-là. Donc, tes bitcoins qui sont sur ton compte Binance, en fait, tu ne les détiens pas vraiment. C'est comme quand tu as de l'argent en banque. C'est géré par la banque. C'est en custody à la banque. Donc, la banque peut en disposer à n'importe quel moment. Tu demandes une autorisation pour dépenser cet argent. C'est la banque qui t'autorise à dépenser cet argent. C'est pareil quand tu as un compte chez Binance ou chez Coinbase. En fait, c'est des portefeuilles qui sont custodial, donc qui sont en gestion par une entité. Donc, c'est là vraiment la différence. Et donc, ça veut dire en gestion dans une entité, ça veut dire en gros qu'il y a un risque de contrepartie. Donc, si l'entreprise fait faillite, en gros, tu n'as plus accès à tes bitcoins. C'est ce qui est arrivé avec tous ceux qui avaient des comptes chez FTX, par exemple, qui est un exchange de crypto, qui était, je pense, le deuxième ou le troisième gros exchange mondial derrière Binance. En fait, ils ont fait faillite. Donc, tous ceux qui avaient les bitcoins ou de leur crypto chez eux, ils n'y ont plus accès, tout simplement. C'est pour ça que on dit dans le domaine, pas tes clés, pas tes cryptos. Donc, si tu n'as pas les clés privées de ton portefeuille, c'est que ne faut pas considérer que c'est tes cryptos parce qu'à n'importe quel moment, celui qui a la custody de tes cryptos peut disparaître. Donc ça, c'est comment s'envoyer des bitcoins, se transférer des bitcoins. Maintenant, après, il y a la question de comment acquérir des bitcoins. Ça, c'est un autre sujet. Ouais, c'est la question que j'allais te poser. Exactement. Acquérir des bitcoins, le moyen le plus facile, c'est d'aller chez des brokers, l'équivalent des brokers, des plateformes d'échange comme Binance, comme Coinbase, tout ça, où tu achètes des bitcoins. Mais ce n'est pas la voie que moi, je privilégie. Je préfère, parce que quand tu achètes des bitcoins, quand tu achètes des bitcoins chez Binance, Coinbase, tout ça, déjà, c'est de la custody, donc les bitcoins ne t'appartiennent pas. Donc, si tu veux avoir la pleine possession de ces bitcoins-là, il faut que tu les transfères sur un portefeuille du type Moon Wallet, Blue Wallet ou une Ledger, donc un portefeuille pour lequel tu as tes clés privées. Et ça a un coût. Donc, ça te fait un coût déjà pour déposer de l'argent sur la plateforme avec ta carte bancaire ou par virement. Ça te fera un coût pour payer du Bitcoin, donc convertir tes euros en Bitcoin.
Et puis, ça te fera un coût pour transférer les bitcoins vers ton portefeuille pour que tu aies la pleine possession de ces bitcoins. Parce que c'est ça l'intérêt d'avoir des bitcoins, c'est de pouvoir le conserver toi-même et de ne pas dépendre de la banque, enfin, ou de la plateforme d'échange. Donc, pour pallier ça, il y a de plus en plus de solutions qui permettent d'acheter des cryptos de façon quasi instantanée et sans coût. Et j'en utilise certains. Celui que je recommande, il y en a deux que je recommande. Il y a Stackinsat. C'est un service français. Donc, c'est comme ça que ça s'écrit. Il n'y a pas de G, c'est Stackinsat, pardon. Donc, c'est un service, en fait, eux, ce qu'ils font, c'est de l'achat automatique de Bitcoin. Donc, en gros, là-bas, tu vas configurer que... Parce que moi, je considère Bitcoin comme de l'épargne, en fait, pas comme de l'investissement. Donc, je consacre un montant mensuel automatique qui est consacré à de l'achat de Bitcoin. Donc, je le fais avec Stackinsat, par exemple, et je le fais toutes les semaines. Donc, je peux configurer, par exemple, de l'achat de 20 euros de Bitcoin ou 50 euros ou 120, 200 euros. Mais vraiment, il faut commencer par des petits montants. Donc, c'est automatisé. Toutes les semaines, il y a un virement qui est fait depuis mon compte vers Stackinsat. Disons un virement, disons par exemple de 20 euros. Et Stackinsat va me livrer l'équivalent de 20 euros de Bitcoin sur un portefeuille dont j'aurais indiqué l'adresse en créant le compte sur Stackinsat. Donc ça, c'est un moyen d'automatiser l'achat de Bitcoin. Je rappelle que, en fait, j'ai dit, Bitcoin est très volatile, mais sur le long terme, ça ne fait que prendre de la valeur. Donc, le Hmm. meilleur moyen de s'exposer à Bitcoin, ce n'est pas de trader ou espérer faire des gains sur le court terme. Non, ce n'est pas ça. C'est le conserver sur le long terme. Et donc, en acheter un petit peu, mais garder ça sur 3, 4, 5 ans, en fait. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, tu ne mets pas un montant avec lequel tu n'es pas à l'aise. Il faut mettre un petit montant que tu sais que bah, c'est de l'argent dont tu pourrais te passer facilement. Tu mets 20 euros, 50 euros par mois ou 100 euros en fonction de tes trucs, en fonction de tes capacités financières. Et puis, bah, tu n'y penses pas, tu laisses maturer pendant plusieurs années. Et puis, ça le fait. Donc, je vais vous montrer, par exemple, la seconde option, qui est une application que j'utilise souvent. Ça s'appelle 21 Bitcoin. Donc, l'application se présente comme ça et tu peux acheter des bitcoins. En fait, les sats, c'est la plus petite unité de bitcoin. C'est genre, un bitcoin, c'est divisé en 100 millions de sats, les satoshi, en hommage à celui qui a créé Bitcoin. Donc, c'est vraiment la plus petite unité de bitcoin. Et ça, c'est une appli que j'utilise, moi, pour mes achats ponctuels. Genre, quand je veux faire un achat compulsif et puis je sais que finalement, ce truc-là, ça ne me servira à rien. Ah, tiens, je peux acheter du Bitcoin avec. J'utilise 21 Bitcoin et puis j'achète rapidement. Je vous montre comment je fais. Par exemple, là, je vais acheter 50 euros de Bitcoin. Donc, en fait, c'est parce que j'ai déjà viré un certain montant. Bah, là, par exemple, on le voit, là, j'ai 110 euros de disponibles sur l'application que j'ai pas encore acheté des bitcoins avec. C'est juste que je me suis viré de l'argent sur ce compte-là. Et puis, bah, quand j'ai envie d'acheter un bitcoin, je l'achète. Sinon, si je n'ai pas d'argent sur le compte, là, je peux utiliser mon compte Revolut et faire un virement instantané sur le compte. Et puis maintenant, j'achète mes bitcoins. Et là, ça permet des achats, mais genre, mais vraiment instantanés. Là, je vais acheter 50 euros de bitcoin. Si je mets next, il va me montrer 50 euros de bitcoin actuellement, le cours du bitcoin, c'est 19 486 euros. Ça va me faire acheter 252 000 sats. C'est la plus petite unité. Vous voyez, le prix s'actualise au fil du temps. Si je confirme, hop, ça va me dire, OK. Voilà, je viens d'acheter 252 sats. Donc, quand je regarde mon solde, il s'est incrémenté. Donc là, j'ai l'équivalent de 97,16 euros de Bitcoin. Si on regarde dans le détail là, voilà, ça c'est l'achat que je viens de faire. J'ai bien acheté 50 euros de Bitcoin. Ça m'a coûté 0,74 euros. C'est environ 1% de frais, je crois. Voilà.
Donc, c'est des solutions que moi, je préfère pour acheter Bitcoin plutôt que les plateformes d'échange. C'est des applications sympas, dont une est française. Moi, j'achète la plus grande partie de mes Bitcoins avec Stackinsat, hein, où j'ai des montants qui sont virés tous les mois. Et eux, ils m'achètent les Bitcoins, ils me le livrent sur mon wallet. Moi, j'ai une Ledger. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble une Ledger d'ailleurs. C'est comme les clés USB, c'est un peu comme ça. Donc, ça, c'est une Ledger. Donc, je conserve mes cryptos dessus. Mais enfin, moi, j'achète que des bitcoins. J'ai que des bitcoins. Bah, pour le coup, moi, j'ai deux ledgers. Ouais, mais t'es équipé, toi. Donc voilà. Quand tu commences à avoir un montant significatif de bitcoin, vaut mieux acheter une ledger. Et ça coûte pas cher, hein. Je pense que ça doit être 60 balles, je crois. Ah ouais, ça commence à 70 euros, je crois, un truc comme ça. Ça commence à 70. C'est ce modèle-là, je pense, qui coûte 70 euros. Et puis le modèle avancé, celui-là, il a un écran, je crois. Ouais, il a un écran, c'est pour ça que ça coûte un peu plus cher. Et puis ça peut contenir plus de crypto. Mais sinon, si tu veux juste acheter du Bitcoin, tu peux juste avoir le premier, celui qui coûte 70 Ledger balles. classique. Ouais, le Hmm. Ledger classique, là, c'est déjà suffisant. Si c'est que du Bitcoin, en fait, si c'est que du Bitcoin, tu peux avoir juste ce petit Ledger, un peu truc, hein. Donc, voilà un peu ma théorie d'investissement sur Bitcoin, c'est ça. C'est en acheter un tout petit peu régulièrement, toutes les semaines ou tous les mois, et puis ne pas espérer devenir riche dans 2 mois. Je considère comme de l'épargne, donc je convertis une petite partie, bon, enfin, petite partie, je ne suis plus à une petite partie, mais ce que je vous conseille, c'est pour commencer, convertir juste une petite partie de son épargne en Bitcoin, le faire régulièrement sur du long terme, pas pour quelques mois, le faire sur 3, 4, 5, 6 ans au moins pour constater la prise de valeur et puis bien conserver ces bitcoins quand tu as une vision long terme. Quand tu commences à en avoir un montant significatif, quand tu commences à avoir dans les 1000, 2000 euros de bitcoin, allez, tu peux bien sacrifier 70 euros pour acheter une clé Ledger et puis transférer tes bitcoins sur la clé. Comme ça, tu es vraiment safe, quoi. Tu n'as aucun souci à te faire et ne jamais laisser ces bitcoins traîner sur les exchanges, quoi, sur type Binance. Tu peux acheter des bitcoins sur Binance, Coinbase, tout ça, mais faut régulièrement les retirer pour les mettre sur un portefeuille que tu, euh, dont tu as les clés privées. Et puis au passage, dépenser des bitcoins. Il y a un bar sympa je pense que c'est dans le deuxième arrondissement où entre bitcoiners, on a l'habitude d'aller, on paie les bières en Satoshi. Et puis il y a des trucs qu'on peut acheter sur Internet en bitcoin directement. Donc, ouais, de temps en temps, je dépense quelques sapes, mais pas beaucoup. Ah ouais. Donc, Alors, moi j'ai plein de questions là pour... ouais, vas-y. Et déjà, est-ce que Jérémy et Alexia, vous avez des questions? Ouais, non, moi c'est bon de mon côté. Pour Je me suis l'instant, ouais, ça va. gentiment. Ah, vous êtes bon là? Vous avez tout compris et tout? Ouais, quasiment tout compris. Ouais. On n'a pas encore pratiqué les applications. Ah ouais, d'accord. Bah, on peut essayer si vous voulez, hein, si vous êtes... Ouais, Alexia, par exemple, tu peux me faire une facture sur Moon Wallet ou Blue Wallet hein, de quelques Satoshi, je te les envoie. Ça Alors, fera tes premiers bitcoins. attends, je vais tester. Alors, en attendant qu'Alexia prépare son Blue Wallet, les Ouais. questions que j'ai à te poser, c'est très simple. Déjà, c'est quoi le nom de l'appli où tu fais l'achat de Bitcoin là? J'ai mis le nom dans le chat. Donc, c'est C'est Stackinsat. Stackinsat. Ouais, Stackinsat. Ah, parce que je ne le retrouvais pas dans les apps, donc du coup, je me disais Ah, que... dans mes apps. Ah, non, non, ils n'ont pas d'app, c'est un site internet. Donc là, ah oui, ok, d'accord. Là, tu utilises le browser là.
Ouais, ouais, j'utilise le browser pour ça. Stacking, ça Ok, parle. Je mets toujours un G, mais il n'y a pas de G, en fait. C'est Stacking. Sat. ok. Donc, c'est un site français, enfin, tu t'inscris dessus, tu crées un compte. Ah, tiens, attendez, je vous envoie des liens. Ah, des liens pour Encore créer des mieux. comptes. Ouais, c'est encore Est-ce mieux qu'on avec des liens. Vous avez comme on appelle une réduction, et moi aussi. Où est-ce que je... une réduction de quoi? Des fees? Réduction des fees, ouais. Ok. Ok. Vous avez une réduction Alors, des fees si je vous envoie un lien. bah, du coup, le lien, il est permanent. Je peux mettre le lien. Attends, là, je vous envoie. Ou tu as déjà mon lien, c'est ça? Non, 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 tu me dis, tu m'envoies. Stack Insat, tout ça, ce truc. Alors, en fait, question. Là, tu viens d'acheter 50 euros de Bitcoin sur Stack Insat. Ok. Yes. Sur 21 Bitcoin. Ah, Ok, ok. donc, ah ouais, c'est ça. Alors, c'est 21 Bitcoin, du Ouais, coup. l'application que j'ai utilisée tout à l'heure, c'est 21 Bitcoin. Ok. C'est quoi la différence entre les deux? Il n'y a pas. Peu importe, Euh, non? ouais, ouais. Donc, Stack Insat, je le considère comme un moyen d'acheter automatiquement du Bitcoin. Donc, c'est là que j'ai un plan d'achat toutes les semaines. Je fais un virement automatique et puis eux, ils achètent des Bitcoins, ils me les livrent sur mon portefeuille. 21 Bitcoin, moi, je fais des achats ponctuels de Bitcoin là-bas, en fait. Donc, D'accord. D'accord. quand j'ai une petite envie, j'utilise 21 Bitcoin, je fais mon achat. Ok. En fait, 21 Bitcoin, c'est vraiment instantané, quoi. J'achète les Bitcoins immédiatement. Stack Insat, c'est de l'achat-livraison. Donc, tu passes une commande et puis ils te livrent tes Bitcoins. Ok. C'est ça la différence La fondamentale. différence, d'accord. Mais en termes de frais, Stack Insat est un peu moins cher que 21. Je pense que 21 Bitcoin, ils sont à 1% de frais. Stack Insat, ils sont à 1%, mais avec la réduction, là, ils passent à 0,5. C'est pour ça que c'est intéressant le parrainage. Je vous envoie les liens. Hmm, ok. Autre Du question. coup, ouais. Donc, ça, Alors, c'est le lien pour là, StackInsat. ok, d'accord. Donc là, on va créer le compte avec ça. Ouais, 21, je dois Et pouvoir. Mais maintenant, une fois que tu as acheté les bitcoins sur 21, comment tu les bascules sur ton wallet, sur ton Moon Wallet? c'est Sous mon automatique. Moon Wallet. Ah, ça, c'est une très bonne question. En Parce fait, que là, faut faire le pont. Le but, c'est de stocker quand même tes bitcoins yes. quelque part soit dans ton ledger, soit dans ton wallet chaud, comme on a dit tout à l'heure. Yes, tout à fait, tout à fait. Comment je fais? Je copier le Parce que les message. Satoshi achetés aujourd'hui ne changeront pas de valeur juste au moment où tu iras les échanger. Là, si j'achète aujourd'hui et que je considère que c'est de l'épargne, Oui, j'aurai toujours des Satoshi jusqu'au jour où en fait je vais vouloir l'échanger quelque part. Là, j'échangerai sur la valeur de marché de demain. exactement. OK? Le nombre de Satoshi que tu as, il variera pas, sauf si tu les vends ou tu les envoies à quelqu'un. Ou que tu les envoies à quelqu'un d'autre. OK. Donc, la différence entre Stack Insat et 21 Bitcoin, là, Stack Insat, quand tu crées ton compte sur Stack Insat, en fait, tu vas configurer une adresse, tu vas leur donner une adresse de portefeuille où ils te livrent tes Bitcoins. Donc là, tu mets directement l'adresse de ton Ledger ou bien de ton Blue Wallet. Hmm. Donc, eux, quand tu as fait le virement, ils te balancent tes Satoshi ou tes Bitcoins sur l'adresse en question. 21 Bitcoin, eux, en fait, ils ont un portefeuille intégré, mais dedans, ils configurent ce qu'on appelle un virement automatique. Moi, regarde, je te montre. Voilà, autotransfert. Donc, en fait, tu vas définir un montant à partir duquel ils vont te virer automatiquement les Satoshi qui sont dans ton wallet, là, ils vont le virer vers un wallet dont tu as la clé. Moi, par exemple, j'ai l'adresse de ma Ledger, là, donc, et j'ai configuré à 10 millions de SAT. Chaque fois que j'atteins 10 millions de SAT, j'ai acheté pour 10 millions de SAT, il va virer ces 10 millions de SAT là sur ma Ledger. Donc, c'est un peu
comme si, comme ce Il y qui a la se règle de passe gestion. sur Binance. Mais Binance, je le fais manuellement et ça me prend des frais. Ici, eux, ils le font automatiquement et c'est quasiment sans frais. Donc, je peux en acheter de façon ponctuelle, mais à chaque fois que j'atteins 10 millions de sats, il les vire automatiquement, il les transfère sur ma Ledger. Donc, bonne pratique. Donc, ça aussi, c'est une des différences entre Stackinsat et 21 Bitcoin. OK. Donc, toujours des frais moindres avec une possibilité de déplacer les Satoshi de façon automatique à partir d'un seuil. Mhm. Ah OK. tiens, tu vois, là par exemple, on voit mon solde de de tous les bitcoins que j'ai achetés sur 21 Bitcoin depuis un an, plus d'un an. J'utilise l'application depuis environ un an. Donc les achats ponctuels, comme ça, j'ai fait pour 4000. Ça ne devient plus des achats ponctuels. Mais Quel bon. mec. Oh, franchement. Donc voilà. Ah oui, Mais du d'accord. coup, alors, juste donc tu les achètes sur Stake admettons. Et donc tu t'as dit que c'est au bout d'un certain montant que tu les balances dans ton ledger, c'est Non, ça? sur Stackinsat, non, Stackinsat, il te livre directement les bitcoins sur ton Ok, wallet. Ça n'a donc rien à c'est faire. 21, ok. Voilà, c'est 21 c'est sur 21 que tu vas configurer un nombre de sats. Une fois que c'est atteint, eux, ils vont te virer automatiquement les sats sur ta ledger. Sur le ledger ou le wallet? Le Ou ledger, le wallet peu blue. Enfin, importe, tu ok. vas mettre une adresse, en fait, et ils vont te virer à cette adresse-là. Mais tant que c'est sur 21, ça craint quand même rien. C'est pas comme quand c'est sur Binance ou je sais Oui, pas. c'est ça. C'est que tu ne les possèdes pas totalement. Ah oui, donc ça, Donc, donc ouais, disons que c'est pas c'est l'idéal, pas mais idéal. Ouais, d'accord. c'est pas dramatique en même temps. Ok, ok, ok. C'est D'accord. juste que faut pas les garder des mois sur un wallet parce qu'on sait jamais. 21 Bitcoin, il peut Ouais. faire faillite, hein. On sait jamais, je veux dire. C'est déjà arrivé dans l'écosystème. Donc, pour, pour se préserver, c'est justement pour ça que tu configures eux de façon native. Ils ont inscrit dans l'application que eux ils ne veulent pas garder les Bitcoins des gens indéfiniment. Donc, tu es obligé de configurer Ok, ce truc-là de sorte que passé un certain montant, eux, ils vont virer les bitcoins et puis ils ne veulent pas avoir à gérer la custody de tes bitcoins. d'accord. Vraiment, l'idée, c'est pas de garder tes bitcoins sur cette appli-là. Ou que tu les transfères vers un portefeuille que tu maîtrises. D'accord. Sinon, il y en a plein. Moi, j'achète des bitcoins sur tellement d'applications. J'en achète, j'en achète. Il y a Relay Obligé aussi de qui est rentrer pas ton mal. adresse. Mais bon. Comment? Tu es obligé de rentrer toutes tes infos personnelles là? Non. 21 Bitcoin, je pense qu'il y a du KYC. Ouais, 21 Bitcoin, il y a du KYC. Ouais, parce qu'il me demande mes adresses perso, nom, prénom, 21 adresse. Bitcoin, il y a du KYC, ouais. OK. Voilà, je suis en train de créer mon compte en même temps. Ouais, je pense qu'avec le lien aussi, il y a un discount sur les fees. Vous avez été invité pour rejoindre l'application avec Afrique Bitcoin, confirmez-vous. OK. Question rapide, est-ce que vous êtes un contribuable américain? Non. Est-ce que vous avez des questions? Euh, Tant que Joël configure son 21 Bitcoin. alors, tac. Je pense que c'est bien parce que là, le fait qu'on est en train de voir cette partie-là en atelier aujourd'hui, peut-être après, dans l'année, je pourrais vous présenter en fait la partie fiscale, les enjeux fiscaux qu'il y a autour des plus-values liées au Bitcoin, Bitcoin réalisé, des transactions qu'on effectue en fait. Ouais, ouais, ouais.
En fait, enfin, le truc, c'est que, de ce que je comprends, hein, tant que tu ne convertis pas tes bitcoins en fiat, en fait, t'as pas fait d'événements taxables. Ouais, carrément. En fait, tant qu'il n'y a pas eu de transaction dans l'année, de transaction, c'est-à-dire de cession, De conversion donc en monnaie. conversion vers une monnaie fiat, Mhm. il n'y a pas de. Donc, nous, on hold nos bitcoins le plus longtemps possible en espérant que dans 10 ans, la fiscalité aura changé. Aura évolué. Tu veux devenir résident fiscal ivoirien avant de commencer à échanger tes bitcoins. Je te jure. Mais en fait, et puis enfin, il y a d'autres moyens de le faire, là. Enfin, les gens arrivent à trouver des moyens de le faire, là. Parce que le truc, c'est que ce que les gens font, c'est qu'ils convertissent en crypto, en stablecoin. Donc, tu es toujours en crypto, donc tu ne fais pas de plus-value. Et ils dépensent en Ok, stablecoin directement. ok. Ah, effectivement, il y a une vérification de pièce d'identité avec une vérification en vidéo de votre visage. Ouais. Bon, on fera ça tout à l'heure, je vais configurer ça. Alors pour le coup, tu viens de nous montrer comment on achète un Bitcoin de façon plus ou moins sécurisée, en tout cas selon toi, avec les plateformes qui sont plus sécures que les plateformes Enfin, c'est pas plus sécure, mais je trouve plus pratique. plus pratiques. Ok, Ouais, parce pas que plus sécures dans les faits. je ne sais pas si tu as déjà vu Binance, pour quelqu'un qui est débutant, t'es très vite Bah, attends, dépassé. on va faire simple. C'est très- Je vais aller sur mon compte Binance là et mon compte crypto.com. Non, c'est pas crypto.com. Coinbase, Donc, Kraken. Et on va Kraken. transférer tous mes bitcoins Ah, sur mon wallet. ouais, et tu vois, Kraken, par exemple, eux, ils ont Lightning Network. Donc, sur Kraken, tu pourras faire tes transferts de Bitcoin via Lightning et ça coûte quasiment rien. Alors que si tu fais tes transferts de Bitcoin sur Binance, ça va te coûter, je pense, dans les 10 balles, quoi. 10 12 balles. Hmm. Putain, faut que je retrouve mon code Et tu Kraken. Je vois, pense que toutes ces applications-là, genre Kraken, Binance, c'est très orienté trading, en fait. Donc, on se perd très vite en termes de fonctionnalités. Stackinsat, 21 Bitcoin, déjà, c'est des applications Bitcoin only. On ne va pas là-bas pour acheter des cryptos exotiques, genre Dogecoin et compagnie. Non, c'est Bitcoin uniquement. Et c'est acheter, vendre Bitcoin, en fait. Hmm. Dès que tu es prête, tu nous dis, hein, Ah, c'est vrai, Alexia, pour tes Bitcoins. Alexia. Ah oui, c'est bon. Alors, attendez. Je suis prête, hein. Alors, je vais transférer tous mes bitcoins, mes monnaies bizarres là en bitcoin. Et, Ah, t'avais du Terra. Tu l'as sauté. ouais, j'avais du Terra, c'était la merde. Attends, normalement, si tu pars sur envoyer, transaction, enfin, je sais plus, non pas vendre, non pas vendre, va sur Bitcoin, qu'est-ce qui te met? Non, c'est pas que acheter et vendre. Euh, c'est bizarre là, qui te propose pas de transférer. Convertir. Non, c'est pas convertir ça. Ça, c'est juste convertir entre deux cryptos. Ouais, l'idée, c'est de transformer tout ça en. Euh, Va sur la page d'accueil, s'il te plaît. Ça, c'est parce que là, tu as acheté de la crypto. Oh, Attends, je vais tester un truc, tu me dis. Ah ouais, là, tu veux acheter du Bitcoin, en fait. Convertir tes USDC en Bitcoin. OK. Et là, ça me fait ça comme frais. Ouais, pour 40 USDC, tu payes 0,6 USDC. Ça, c'est Bon, raisonnable. écoute, on va y aller, hein. C'est bon, là, je suis converti, là. Ah, t'es devenu Bitcoiner. J'ai testé tellement d'applis que finalement, j'ai pas envie de m'éparpiller. J'ai testé tellement de trucs De crypto. Franchement, de tu crypto. verras.
tu verras, ils finissent tous à un moment ou à un autre par se brûler les ailes avec les cryptos exotiques, machin et tout. Les Luna. Luna qui a fait la promesse, et j'ai été persuadé que c'était la prochaine crypto qui va tout tuer, qui sera le prochain Bitcoin, machin et tout. Pouf, rug pull. Ils l'ont mis à l'envers à tout le monde et ça s'est Là, craqué. tu vois, je peux même pas transférer mes 30 euros parce que Ah bon, il y a intérêt. c'est pas. Il fallait un minimum. Ah, ok. Va sur la pieuvre. Clique sur la pieuvre pour revenir sur la page d'accueil. La pieuvre à droite, à gauche, pardon, ouais. Ok. Ah, c'est ça la page d'accueil? Ah, voilà. Et ensuite, si tu viens sur Bitcoin, normalement, tu dois avoir à gauche, les 3 points à droite, pardon. Attends, je réduis Sur la mon ligne truc. Bitcoin. Les 3 points à droite ici. Oui, voilà, effectuer un retrait. Voilà, effectuer un retrait. Et là, tu peux utiliser Lightning Network, tu vois. Ok. Donc, Lightning Network, il va te demander, ouais, il faut que tu saches ce que c'est, Lightning, tout ça, tout ça. Tu vois, si tu utilises Lightning, regarde les frais de retrait, c'est 0. Ok. Et là, si Alors que si j'utilise tu ça, utilisais Bitcoin, il faut que tu mettes une adresse avant qu'il te donne le montant qui des te donne frais. les frais, ouais, ouais, je vois. Et ça te coûte un petit truc. Donc, Alors, ajouter une demande de retrait. mhm. Description. Là, je vais mettre wallet, Moon Wallet JVI. Oh, mais c'est fini, Kraken. Au revoir. Garde mon wallet pour le nom du wallet. Là, c'est la... Bon, enfin, peu importe. Vas-y, vas-y. Voilà, l'idée, c'est. Ah ouais, mais à la limite. Description, ou sinon, dans la description, c'est là où tu as mis Hello Non, mais Jojo, c'est ça? garde, hein, garde, c'est pas grave. Va sur demande de retrait email, quoi. Vas-y, demande de retrait. Et, qu'est-ce que... Euh, j'ai pas capté. Ah, je peux convertir 98. Ah, là, c'est le montant? Ouais, je crois que c'est le montant. 98,63. Ça, c'est 100 euros. Mais tu dois mettre Non, c'est 0,007. l'adresse renseignée alors. Ah, ça, c'est étrange, ça. Non, non, tu pourras pas saisir. Il faut que tu copies-colles. Euh, Ah, ok, ok, ok. Euh, c'est vraiment étrange. J'ai déjà fait un retrait Lightning sur Sinon, Kraken. je regarderai tout à l'heure, hein. Ok, Il y ok, aura plein de tutos. ok. C'est juste pour qu'on voit si c'était easy, mais en vrai, je regarderai tout à l'heure un tuto. Ok. Alors, Alexia, tu veux partager ton écran? Alors, je sais un peu comment on fait ça. Vous ne pouvez pas démarrer le partage d'écran pendant un... Ah, ok, d'accord. Jérémy, tu es avec nous? Ah, on l'a perdu, Jérémy. Là, c'est... Ah oui, c'est bon. On voit ton écran. D'accord. Ok. Et donc là, si je vais... Bon, je vais prendre... Ah, mais j'ai téléchargé l'autre. Bon, je vais essayer avec Blue Wallet. Ouais, ok. Ah, Ok, là, tu dois ajouter un wallet. Ah, bah, ok, donc tu mets Add, tu choisis un wallet Lightning. Parce que tu peux choisir un wallet Bitcoin ou un wallet Lightning ou les deux. Pour je vais prendre l'instant, crée le... un wallet Lightning. Ok, donc il te donne, ok, ça, tu pourras backup. Ça, c'est un backup, en fait, tu pourras faire ça plus tard. Ok.